Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 et notre invitée ce matin, c'est la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac. Bonjour. Bonjour. Évidemment, vous êtes là pour commenter cette réforme des retraites dont on connaît désormais quasiment presque toutes les modalités. On verra ce que le débat parlementaire nous réserve. Est-ce que c'est une bonne réforme ? Mais c'est une réforme pragmatique. En fait, d'abord, c'est une réforme indispensable. Malheureusement, la démographie nous explique que, vu le nombre de cotisants qu'on a aujourd'hui pour le nombre de retraités, à terme, dans les 25 prochaines années, on aura du mal à financer notre système de retraite si on veut le garder par répartition, bien évidemment. Donc, en fait, elle est indispensable. Maintenant, est-ce qu'elle est juste équilibrée ? Moi, il me semble que ce que j'ai compris des annonces d'Elisabeth Borne hier, c'est deux choses. Oui, il va falloir travailler plus, en effet. Donc, on relève, on monte à 64 ans et il va falloir avoir plus de trimestres, et donc c'est ce qu'on appelle la réforme Touraine accélérée. Et puis d'un autre côté, on élève le niveau des pensions, notamment des plus petites pensions, et on ne touche pas évidemment aux pensions des retraités actuels. Donc il y a un équilibre entre le sucré et le salé, comme on disait hier soir. La carotte et le bâton. Il faut travailler plus, malheureusement pour assumer notre système de retraite par répartition et garantir les retraites dans les 25 ans, disons au moins dans les 10 ans qui viennent. Et d'autre part, on augmente les retraites pour ceux qui ont les plus faibles retraites, et dès maintenant, c'est-à-dire pas seulement ceux qui rentrent dans le système de retraite, mais également ceux qui étaient déjà en retraite. Il y a un point sur lequel vous avez perdu, c'est le point des seniors, ce fameux index senior dont vous ne vouliez pas. Il va finalement il est dans la réforme des retraites. Alors on n'a pas totalement perdu, j'ai expliqué le point. Donc c'est vrai que l'emploi des seniors, il est faible aujourd'hui. Il n'y a qu'un tiers d'une classe d'âge élevée qui est encore en activité. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de travailler sur des mesures d'employabilité des seniors, parce que nous aussi, on a besoin de ces compétences. Donc on a besoin de faire travailler davantage les seniors, et on va être mobilisés et se mobiliser pour l'emploi des seniors. L'index, il en existe déjà, un index d'égalité pro entre les femmes et les hommes qui se fonde sur des obligations légales. Donc si on est dans les clous, on a une bonne note. Si on est un peu éloigné des clous, il faut rattraper. Et ce qu'on voit, c'est que tout le monde a gagné en général dans cet index. En attendant, on a une moins bonne note que le voisin qui fait mieux, et on se donne du temps. Là, en fait, ce qu'on dit sur l'index, c'est que ça ne se fonde sur aucun point de droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas une obligation aujourd'hui de travailler par tranche d'âge. Le seul souci qu'on va avoir, c'est que nous, on aurait préféré que ça soit des indicateurs qui soient applicables par branche, par exemple. Je m'explique. Dans certaines professions, je prends la profession du bâtiment, un couvreur à 65 ans, on va pas aller forcément le chercher parce qu'il y a de la pénibilité, il y a de l'usure, etc. En revanche, dans mon secteur, moi, qui est le conseil, il y a des gens à 64, 65 qui sont encore tout à fait valables et qui peuvent encore, parce qu'il n'y a pas cet aspect d'usure et de pénibilité. Donc on préférait plus qu'un index qui s'applique à tous, par exemple à une start-up remplie de jeunes ingénieurs. Ouais. Sauf que l'objectif, c'est de garder le couvreur, justement, et de ne pas le mettre en retraite anticipée, ou pas le mettre dehors, et de le faire faire autre chose. Du coup, c'est pour ça que nous, on aimerait bien travailler davantage sur des mécanismes cumul emploi-retraite ou retraite anticipée selon les branches. Ce qui d'ailleurs a été aussi acté par la Première ministre. Voilà, parce que dans le cumul emploi-retraite, on va là-dessus. pouvoir désormais effectivement partir à la retraite et continuer à travailler par un temps partiel, et de continuer à accumuler des cotisations supplémentaires et des droits supplémentaires. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est injuste. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut cumuler emploi-retraite, il cumule plus de droits à la retraite supplémentaires. Donc on veut faire ça. Sur l'index, si on doit faire l'index, allons sur des indicateurs maîtrisables par les entreprises. Oui, mais ce matin, on avait des spécialistes de ce secteur, par exemple la fondatrice du site Senior à votre service, qui nous disait quand même que ça avait valeur d'exemplarité pour le middle management. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands groupes, ils disent oui, mais nous, on s'occupe des seniors, on les embauche, etc. Mais au fond, quand vous avez le contremaître ou le cadre qui doit embaucher, ils préfèrent prendre des plus jeunes, ça lui coûte moins cher, ils sont plus souples. Donc, alors, le truc, c'est que ça, c'est vraiment effectivement une conviction, une croyance, une réalité qu'on a eue pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, le marché du travail a vraiment changé. Aujourd'hui, le marché du travail, on a vraiment besoin à la fois de compétences, on a des difficultés à recruter, et on a des difficultés à aller sur un marché du travail qui est hyper fluctuant. Et donc, il y a tellement de turnover dans les entreprises que le middle management commence à comprendre aussi qu'il faut de la stabilité, et donc peut-être aller sur les seniors qui ont peut-être plus de stabilité dans leur poste. Les DRH et l'Association nationale des DRH n'est pas d'accord avec vous. Elle dit il nous faut cet index senior pour justement forcer un peu. C'est comme l'égalité homme-femme. Il faut un peu de
d'affirmative action. Nous, on préférerait plus du pragmatisme selon les besoins des entreprises. Maintenant, encore une fois, s'il faut un index, on fera l'index, mais choisissons ensemble les indicateurs qui soient maîtrisables et applicables. Ces seniors, ils coûtent plus cher, ils sont en fin de carrière. Là aussi, il y a eu un point sur lequel c'était une demande notamment de la CPME de baisser les cotisations sur les seniors. Ça, c'est non. Les seniors coûteront toujours le même prix. Oui, ils coûteront toujours le même prix. Après, c'est vrai que pour connaître bien le marché du travail et ses fluctuations, le turnover coûte cher aussi. C'est-à-dire l'instabilité du marché du travail, à chercher du monde, à avoir des démissions, retrouver du monde. Et là, vous avez des gens mobilisés. Là, on a 100%. des gens stables, mobilisés et heureux d'avoir une chance de poursuivre leur carrière. Donc tout ça doit se mesurer et il faut être assez pragmatique. Enfin, il faut tous collectivement faire des efforts pour se dire, bon, l'emploi senior, c'est possible. C'est possible, travaillons ensemble là-dessus. Comment faire accepter cette réforme par les Français? Parce qu'il y a peut-être un problème, c'est que globalement, vous dites, bon, c'est une bonne réforme, vous dites, elle va encourager l'économie, c'est un choc d'offres, 1 million de seniors en plus sur le marché du travail, c'est de la consommation en plus, de la production en plus, c'est bon pour l'économie. Oui. Les Français ne comprennent pas ça. Tous les syndicats de salariés sont opposés à la réforme. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que ce soit la réforme du MEDEF? Comment on explique aux Français maintenant? Non, alors d'abord, il y a eu des concertations avec l'ensemble des partenaires sociaux, et c'est vrai que les syndicats de salariés avaient tous dit, bon, on n'est pas tout à fait pour cette retraite, et c'est pas un hasard si la semaine prochaine, ils appellent à la mobilisation communément. Comment faire accepter? En fait, par de la pédagogie et du réalisme, c'est-à-dire que on veut absolument avoir cette retraite par répartition. Tout le monde comprend qu'il y a moins de monde aujourd'hui qui cotise pour les retraités qu'en 1960 ou en 1945. Donc, on est beaucoup moins à cotiser d'actifs pour les retraités. Si vraiment on veut se donner une chance de se dire que nos enfants, nous-mêmes dans la génération qui est touchée, donnons-nous une chance là, parce que faisons le scénario catastrophe, on n'y arrive pas. Mais comment on va faire pour payer les retraites dans 10 ans? Et c'est marrant parce que vous avez le même argument que le gouvernement, et je pense que c'est le mauvais argument. Alors, en fait, l'argument de l'équilibre du régime, vous savez, on voit les rapports du corps et tout, il est discuté, il y a débat parmi les spécialistes. En revanche, ce que vous ne dites pas ce matin, ce que vous pourriez dire peut-être, c'est que ça va créer de la croissance, de l'emploi, de la consommation, et qu'on va être plus riche. Pourquoi vous dites pas ça? Un point de PIB, disait Bruno Le Maire. Donc en fait c'est un autre argument qu'il faut présenter, c'est de se dire, aujourd'hui, on a le problème du pouvoir d'achat. C'est vraiment quelque chose qui est prégnant. Les gens ont ce sentiment d'avoir une perte de pouvoir d'achat, et c'est pas qu'un sentiment pour certaines catégories de la population. Donc là, on va sur un terrain d'une réforme où on dit on ne touche pas aux pensions des retraités, on augmente la pension des retraités qui ont les plus petites retraites. Donc on est effectivement dans une amélioration de la situation du retraité, y compris du travailleur senior, puisque on lui fait bénéficier. Mais ça, vous devriez être contre. Oui. Vous devriez dire un pays qui favorise ses retraités, qui ne pense qu'à les préserver, c'est par rapport à ses actifs, c'est pas possible. Le problème, c'est que si on partait sur une autre modalité qui est de consister à augmenter les cotisations pour les retraites. Ou baisser les pensions. Ou baisser les pensions. Mais là, on serait à nouveau dans ce problème quand même de pouvoir d'achat. Mais si on disait, bon, allez, augmentons les cotisations pour les retraites, que ce soit celles des employeurs, mais également celles des travailleurs. Là, on va avoir rapidement un problème de pouvoir d'achat aussi. Donc on ne touche pas au pouvoir d'achat et on considère que c'est uniquement le fait de travailler un peu plus et qu'en 2030, dans 7 ans, on soit à 64 ans. Mais vous ne reprenez pas l'argument de la compétitivité de l'économie, vous dites pas on va produire plus, on va investir plus, on va... En fait, c'est la conséquence logique. Si vous dites... Mais ça ne pourrait pas que les Français comprendraient mieux si on leur disait... Si vous dites on va travailler plus... Oui, mais c'est loin pour les Français. Moi, je préfère me mettre à hauteur d'un Français que ça impacte, être dans la pédagogie, parce que la consolidation de tout ça et dire ça fait plus de PIB, je ne sais pas... Vous voyez, je ne sais pas si ça touche le futur retraité et lui dire on préserve votre retraite et on donne davantage de droits. Moi, je pense que c'est de nature à expliquer les choses. On a une date pour la grève. La première grève, c'est jeudi prochain. La CGT nous promet une mobilisation plus forte qu'en 95. Comment vous voyez la situation évoluer? D'abord, on le savait, puisque dans les concertations, les syndicats étaient assez alignés pour dire on n'est pas tout à fait d'accord avec on n'est pas d'accord du tout avec cette réforme. Donc du coup, c'est pas un hasard, c'est la démocratie sociale. Le droit de grève, il est constitutionnel. Donc quelque part, on était un peu prévenu que ça existerait. Maintenant, je dirais que le prochain débat, en réalité, il sera pas forcément dans la rue. Le prochain débat, c'est au Parlement. C'est que cette loi, elle va être discutée au Parlement et sous un terrain purement politique. Donc d'un côté, on a les syndicats, on savait qu'ils n'étaient pas d'accord, ils se mobilisent tous.
Voilà, on était prévenus. Et d'un autre côté, il va y avoir le débat parlementaire qui va faire Si la rue est forte, ça pourrait faire balancer les LR dans un autre camp. Alors ça, c'est un terrain politique. Je dirais, moi, je suis sur le terrain économique et social. Donc, je ne vais pas me lancer dans des conjectures politiques. Le mandat de Geoffroy Roux de Bézieux arrive à échéance cet été. Il ne peut pas se représenter. Est-ce que vous serez candidate à la présidente du MEDEF? Alors, ça me paraît un peu tôt pour vous dire ça, parce que, voyez-vous, on a établi une charte du candidat et qui sera validée la semaine prochaine en conseil exécutif du MEDEF. Donc, vous répondre à ce moment-là, je crois que je sortirai complètement de mon rôle. C'est quand, du coup, les déclarations de candidature? C'est à partir du 6 mars. Déclaration de candidature. Donc vous avez encore le temps. Le 6 mars au matin, vous serez l'invité de Good Morning Business à 8h15. Merci beaucoup Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF pour l'instant, d'avoir été l'invité de Good Morning.